Et donc je vais maintenant demander à Catherine Sodjou de me rejoindre pour la 4e présentation de cette journée. Donc Catherine est chercheur au FNRS de Belgique, hein, c'est l'équivalent de notre CNRS, professeur de philosophie à l'université de Mons en Belgique, université peu connue, mais qui maintenant accueille une chercheure de qualité, donc sa renommée va devenir... Voilà, et puis surtout, bon, Catherine, on la connaît parce qu'elle est partie prenante et membre d'un collectif très intéressant que vous connaissez peut-être, qui est le collectif Ding Dang Dong, qui se qualifie et s'institue en tant qu'institut de coproduction des savoirs sur la maladie de Huntington. Et donc, dans ce cadre-là, Catherine a écrit un livre qui s'appelle L'épreuve du savoir, pour une écologie du diagnostic, aux éditions Ding Dang Dong précisément, dans lequel je crois qu'elle prend une approche d'inspiration pragmatiste, hein, avec une forte influence d'un philosophe comme William James, par exemple, hein, pour dire que la question des savoirs diagnostiques, la question de ce que l'on peut créer comme connaissance autour de l'identification, du fait de nommer une maladie, l'évaluation qu'on peut avoir de ces savoirs a quelque chose aussi à prendre dans les effets de ce savoir sur la personne, sur sa vie, sur son existence malade, en quelque sorte sur ce que ça produit pour elle. D'où l'idée d'écologie, hein, je crois, hein, du diagnostic, c'est-à-dire pas de sortir d'une idée linéaire d'un savoir qui produit simplement quelque chose, mais de composer avec des savoirs pluriels. Voilà. Et donc, la peur d'être dupe, qui est le titre de ta conférence, je te laisse la parole. Bon, merci Léo pour l'invitation et merci à vous tous d'être encore là. J'espère que vous allez survivre à encore 1 heure de conférence, là, cet après-midi. Donc, c'est vrai que je suis sans doute invitée pour mon travail dans le cadre de Ding Dang Dong. Par contre, j'ai saisi l'occasion de l'invitation de Léo qui m'a plutôt demandé de parler de la question de la justice ou de l'injustice épistémique, de vous parler de tout à fait autre chose. Et donc, je lis. Mais par contre, il y aura des références au pragmatisme, effectivement. Donc, en 1726, le jésuite Patricio Fernández, dans sa description du mode de vie des Chiquitos, un groupe indigène de ce qui est aujourd'hui l'Est de la Bolivie, donc on est à nouveau en Bolivie, hein, donne une image vivante de leur méthode diagnostique et thérapeutique. Si quelqu'un tombe malade, on lui demande d'abord s'il y a eu inconduite, s'il a renversé un récipient contenant de la chicha, la bière de maïs utilisée dans les cérémonies, ou s'il a donné de la viande de tortue aux chiens. Si le mal est identifié, l'Iriabos, le guérisseur, commence à chasser l'âme de l'être qui s'est installé dans une partie du corps du patient en battant le sol avec un bâton pour effrayer l'habitant et en suçant la partie correspondante du corps du malade. Fernandez, donc le jésuite, considère cela comme de la folie, une absurdité. Les indigènes souffraient de l'illusion que la douleur et les maladies étaient d'origine extérieure. Ils ne comprenaient pas que la cause réelle était un changement interne des humeurs qui devait être contré par des mesures diététiques jusqu'à la saignée. L'histoire des sciences rencontre habituellement un tel récit avec une double distanciation. Les Chiquitos et les jésuites se retrouvent tous les deux sous le verdict de la modernité. La modernité. Leur pratique serait tout au plus historiquement et anthropologiquement intéressante, car elle marquerait chacune à sa manière une différence radicale par rapport à la pensée médicale moderne, rationnelle, qui se comprend loin à la fois de l'animisme et de la pathologie humorale. L'énigme de l'efficacité de telles guérisons est élégamment ignorée. Si l'on est néanmoins forcé d'apprécier le succès de telles formes de guérison et d'autres semblables, qui sont abondamment documentées dans la littérature ethnographique et d'anthropologie médicale, on se rabat presque instinctivement sur des interprétations psychologiques ou psychosomatiques et explique,
et disqualifient en même temps leurs effets comme effets placebo, effets de suggestion ou de transfert. La guérison se fait, bien sûr, mais pour de mauvaises raisons. Les deux pratiques peuvent alors être décrites comme locales et folkloriques, comme des pratiques qui ont une certaine cohérence à l'intérieur des structures culturelles symboliques respectives dont ils font partie. Ils ne peuvent pourtant jamais être examinés symétriquement aux connaissances scientifiques de la médecine moderne. Car une telle perspective présupposerait de considérer les procédures scientifiques de production de savoir neutres comme seulement un moyen parmi d'autres, tout aussi légitime et pertinente, d'accéder à la réalité. Les sciences humaines, qui en grande partie continuent d'hériter d'une manière ou d'une autre du projet des Lumières, commencent à se développer depuis un petit moment quand même, mais lentement, tant méthodologiquement que conceptuellement et théoriquement, face à la tension entre les récits historiques et contemporains multiples de l'efficace incontestable de ces pratiques pour leurs praticiens et leurs usagers. Donc cette tension entre cette efficace d'un côté et nos habitudes de pensée modernes de l'autre, habitudes démunies dès que nous nous trouvons face à des faits énigmatiques, des pratiques qui cultivent l'ambiguïté ou l'équivoque, bref, des choses qui ne peuvent pas être expliquées dans les termes et à l'aide des abstractions qui sont les nôtres. La lenteur de ce développement n'est pas surprenante, puisque prendre au sérieux de telles réussites thérapeutiques, historiques ou contemporaines, nous met au défi de nous débarrasser d'une habitude de pensée extrêmement persistante qui fonde nos ontologies et épistémologies tout autant qu'elle structure nos manières de faire des expériences, de les interpréter et en conséquence notre langage elle-même. Il s'agit de l'habitude, on pourrait dire, de prendre une perspective de survol, hors sol, à partir de laquelle nous nous considérons capables de juger de ce qui est faux, juste, bon et mauvais de manière générale et valable indépendamment de l'espace et du temps en question. Nous pouvons, en reprenant le philosophe pragmatiste William James, identifier un des origines de cette habitude dans la peur d'être dupe. Cette peur qui hante les sciences, et encore plus la médecine à mon avis, tout autant que les sciences humaines et sociales qui se veulent critiques, cette peur qui trouve son expression dans un rationalisme démesuré. Cela existe ou n'existe pas, cela relève d'une croyance ou il s'agit d'un fait, etc. Le hors-sol semble assurer une position de contrôle. Nous ne sommes pas situés, les autres le sont, les autres croient, nous savons. La science, écrit William James, a organisé la crainte d'être trompé en technique routinière, sa dite méthode de vérification. Et elle est tombée si profondément amoureuse de cette méthode que l'on peut même dire qu'elle a fini par ne plus du tout se soucier de la vérité en elle-même. Fin de la citation. On le sent bien, si la peur d'être dupe a comme effet que la vérité ne compte plus pour grande chose, elle court le risque de se transformer rapidement d'un outil d'autoprotection en une opération politique, principalement animée par la disqualification de tous ceux qui pourraient exiger de prendre le risque d'être dupes, de faire un saut de confiance. Retour à la scène. Le fait même que Fernandez exprime son irritation au sujet de l'effet apparemment transformatrice du baptême sur la matérialité du crachat du guérisseur dans le texte déjà cité, aurait pu le faire hésiter. Hésiter quant à la rage d'éclaircissement des autres, qui peut d'ailleurs être décrite comme l'autre face de la médaille de la peur d'être dupe. Étrange, écrit le jésuite, est le fait que ces médecins, chaque fois qu'ils deviennent chrétiens, après avoir reçu le saint baptême, quelle que soit la violence qu'il inflige aux patients, ne peuvent plus cracher une matière aussi laide et puante, malgré le fait qu'ils le faisaient avant, quand ils étaient encore des païens. Ici, au plus tard, Fernandez ne témoigne pas seulement de la puissance destructrice trop réelle des activités coloniales. Le texte invite aussi à une autre lecture, car la susceptibilité des guérisseurs à un rituel qui leur est complètement étranger, le baptême,
rend bien moins plausible le rejet de la disqualification précipitée de leurs pratiques thérapeutiques par les jésuites comme étant ridicules et de leur efficacité comme étant purement subjective, une illusion ésotérique partagée exclusivement par les croyants, mais sans réalité réelle. Le mouvement auquel de telles descriptions nous invitent cependant est tout d'abord celui d'une recherche à l'attitude adéquate à l'égard des pratiques de guérison, entre autres, qui nous sont étrangères, d'une attitude de tact au risque d'être dupe, qui serait à la hauteur de la complexité de ces pratiques elles-mêmes et qui ne perpétuerait plus les gestes coloniaux, les gestes de disqualification. Elle nous invite également à s'interroger, quitte aux formes stratégies narratives et astuces à cultiver pour rendre justice et justesse à des pratiques qui n'ont pas leur place dans l'épistémologie moderne, sans perpétuer les épistémicides. Si au cours d'une telle recherche, nous ne voulons pas tomber dans le piège inverse qui consistera à changer de camp et de se mettre à disqualifier notre propre héritage, ce à quoi nous tenons dans sa totalité, une telle démarche requiert de développer une façon de penser qui permettra la création de milieux, une écologie capable d'accueillir une véritable coexistence des pratiques qui sont contraintes par des logiques, des critères de vérité et de valeurs extrêmement distincts et parfois en contradiction les uns avec les autres. Une telle écologie des pratiques, insiste Isabelle Stengers, dont je reprends le terme d'ailleurs, ne doit pas être confondue avec un appel à la tolérance mutuelle, car la tolérance est une posture en elle-même profondément hégémonique, une posture inégalitaire. Ce qui est en jeu serait plutôt de développer des concepts, des modes de description et des instruments pour une théorie de la connaissance qui permettront de considérer des pratiques apparemment contradictoires comme des pratiques qui se valent dans la mesure où elles sont considérées et expérimentées comme pertinentes par leurs praticiens et leurs usagers respectifs, c'est-à-dire qui se sont avérées comme efficaces. Il me semble que l'établissement d'une justice épistémique, sans que je ne vais pas rentrer dans la littérature autour de ce concept que je ne fais que découvrir, je dois dire, mais il me semble que l'établissement d'une justice épistémique devrait passer par là. Mais comment procéder pour l'activer, pour la rendre possible et pensable? Ou plus techniquement, comment se rendre capable d'un désapprentissage d'une habitude de pensée moderne, excessivement robuste, car nourrie par la peur? Comment s'y prendre en reprenant le terme aux activistes et chercheurs décoloniales pour commencer à décoloniser la pensée? Ou avec James, comment s'y prendre pour désapprendre la peur d'être dupe? Je ne prétends évidemment pas de pouvoir répondre de manière satisfaisante à toutes ces questions. Il s'agit, je crois que ça commence déjà à devenir très clair, d'un projet collectif et de long souffle par principe. Ce que je voudrais apporter sont juste quelques pistes historiques et philosophiques, et je procéderai en 4 chapitres qui s'intitulent, pour que vous ayez un tout petit peu une idée où on en est, la peur d'être dupe ou l'invention de la nature. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, héritage du concept de nature en anthropologie et anthropologie médicale. Troisièmement, oser d'être dupe, une pragmatique épistémologique. Et quatrièmement, et en guise de conclusion, la recherche comme pratique de croyance ou une proposition pour désapprendre la peur d'être dupe. Donc je passe au premier chapitre. Si le diagnostic de James est juste et les sciences, y inclus les sciences humaines et sociales, sont hantées par une peur qui les incite à ne même plus se soucier de la vérité elle-même, cela nous invite à ralentir et à essayer de mieux comprendre comment on est arrivé là. Il me semble ainsi indispensable de s'interroger à la fois sur le cadre ontologique des sciences modernes et sur celui des sciences humaines, notamment de l'anthropologie. Comment l'ontologie scientifique a-t-elle pris forme? Quelles en sont les procédures et les implications épistémologiques? Mais aussi, quel rôle des sciences humaines et sociales ont-elles joué dans la réification d'une ontologie strictement scientiste et dans les jeux
et dans les jeux de vérité et les effets de pouvoir et d'injustice et injustesse qui en sont issus. Un détour par ces questionnements est fondamental s'il s'agit dans un premier temps de cerner les raisons pour lesquelles des interventions considérées comme légitimes sur la dure réalité, même de la réalité et des maladies en particulier et de leur traitement, de la part d'autres praticiens que ceux et celles issus de la biomédecine, sont perçus comme des menaces plutôt que des enrichissements qui pourraient nous apprendre bien des choses. Autrement dit, quels seraient les réquisites conceptuels pour que de telles prises pourraient être valorisées de manière juste et en vue de leur pertinence, leur efficacité pour ceux et celles qui en sont les usagers? Il en va, c'est l'hypothèse que je voudrais ici poursuivre dans cette première partie, de notre concept de nature moderne qui continue à gouverner nos ontologies tout autant que les épistémologies qui les accompagnent. Il revient au philosophe anglo-américain Alfred North Whitehead d'avoir déjà, pendant la première moitié du XXe siècle, insisté sur le fait que les modernes auraient inventé un concept de nature. Contrairement à ce qu'on suppose généralement, la nature n'est pas un domaine donné et universel, mais une invention datable, historique. Elle est, dit Whitehead, épocale. Et cette invention, rajoute Didier Debèze dans sa reprise de Whitehead, est tout d'abord une affaire de gestes et d'opérations. Ces gestes sont d'abord nés du fait de nécessités purement pratiques et extrêmement situées, dans le cadre de l'invention méthodologique, on peut dire, des sciences expérimentales. Et Whitehead nomme ce geste la bifurcation de la nature. Et il fait très explicitement une différence entre tout simplement le dualisme et la bifurcation de la nature comme un geste. Il écrit « Un corps naturel étant donné, comment pouvons-nous distinguer, ou plus exactement extraire des qualités, plus ou moins invariants, qui lui seraient essentielles et le caractériseraient en propre ?» C'est la question qui anime les sciences expérimentales de la physique à la chimie, de la biologie à la pharmacologie, et c'est à cette question que les dispositifs expérimentaux répondent en permettant d'extraire et de purifier les invariants de tel ou tel corps, faisant ainsi bifurquer la nature. Le plan incliné de Galilée, par exemple, un plan incliné bien lisse sur lequel roulent des billes, bien polies. Il faut éliminer au maximum le frottement, ça vous connaissez tout, hein, le plan incliné. Peut-être pas, hein, c'est peut-être comme Gödel, mais peut-être que non. Donc, il faut éliminer un maximum de frottement. Donc, ce plan incliné ne sert non pas à observer empiriquement les billes qui tombent, mais à créer une situation permettant de déterminer la manière de caractériser le mouvement de chute des corps en général. Et d'ailleurs, Galilée va écrire dans ce qu'il écrit sur cette expérimentation, « La nature a parlé d'elle-même ». Ce type de dispositif expérimental a servi de modèle pour bien d'autres, y compris dans les sciences du vivant, et par rapport à des phénomènes et des types de questions où l'utilité de la bifurcation, la volonté d'extraire tel ou tel invariant, est contestable. Qu'espère-t-on apprendre, par exemple, dans un laboratoire behavioriste quand on contraint un rat dans une cage en ne lui donnant comme marge de manœuvre qu'un nombre extrêmement réduit d'actions possibles dont dépendra sa survie, pour ensuite en extraire ce qu'on appellera l'essence de son comportement. Ce sont des cas où l'opération devient manifestement suspecte, épistémologiquement parlant, en ce qui concerne l'objet et l'objectif de la recherche en question. Plutôt que de considérer ces cas comme des accidents, ces recherches mal menées, on pourrait dire, peuvent être envisagées comme des symptômes d'une opération plus vaste et plus dévastatrice. Cette opération, qui caractérise les modernes, consiste dans une étrange inversion des causes et des effets. Ils ont transformé un geste ou une opération méthodologique, un outil d'extraction de qualités invariantes des corps, en régime ontologique universel.
La grande erreur de la bifurcation, et je cite encore Delbeze, la raison de sa propension hégémonique ne doit pas être située dans la pratique expérimentale elle-même, dans laquelle elle trouve son origine, mais dans sa réification. Du fait qu'il est toujours possible d'extraire des qualités hétérogènes des corps, on en a déduit que la nature était faite de régimes de qualités distincts dont les corps seraient l'expression. Il y aurait d'un côté la nature réelle, avec ses qualités propres qui s'exprimeraient dans des termes tels que matière, substance, étendue, etc. Et de l'autre, la nature apparente, avec ses propres régimes d'existence et ses entités telles que l'esprit, la valeur, le sens de l'importance et l'esthétique. En d'autres termes, ce pourquoi Whitehead et d'autres après lui s'élèvent contre la bifurcation de la nature en deux systèmes de réalité qui trouvent son expression dans l'obsession de la philosophie moderne pour les qualités primaires et secondaires, n'est pas le geste pratique et répété de faire bifurquer la nature. Ce geste permet tout d'abord simplement d'abstraire et d'extraire certains aspects de la réalité afin de pouvoir s'en servir pour agir. Ce contre quoi il proteste relève plutôt des effets de la réification de ce geste. Effets qui nous ont légué une nature appauvrie de toutes les merveilles qui provoquaient l'étonnement, toutes les bizarreries qui animaient la curiosité, bref, de toutes ces qualités que ce geste a établi, a disqualifié comme secondaires. Dans la logique qui émerge de cette réification d'un geste à la base purement pratique, n'est désormais réel que ce qui peut être extrait et purifié. Seule une nature ainsi vidée et neutralisée peut dès lors prétendre à l'universalité. Va de pair avec cette nature universelle la déconsidération de ses qualités secondes, des sensibilités, des valeurs, désormais tenues pour rien d'autre que des additions psychiques, comme les appelle Whitehead, dont il faut s'abstenir afin d'accéder véritablement à telle ou telle réalité. Va de pair avec une telle posture la disqualification de toutes celles et ceux qui tiennent à des savoir-faire, qui résistent mal ou pas du tout, souvent parce que les exigences propres à leur pratique relèvent d'autres régimes de vérification et de véridiction, donc qui résistent mal au démembrement qui est dans ce régime devenu la seule procédure légitime d'accès à la réalité et à la vérité. Whitehead identifie un deuxième geste propre aux sciences modernes et venant compléter celui de la bifurcation de la nature. Il l'appelle la localisation simple de la matière, qu'il décrit ainsi, je cite Whitehead, « Dire qu'un élément matériel a une localisation simple signifie qu'en exprimant ses relations spatio-temporelles, il est approprié d'affirmer qu'il est là où il se trouve, en une région définie de l'espace et pendant une durée finie définie, en dehors de toute référence essentielle aux relations de cet élément matériel à d'autres régions de l'espace et à d'autres durées. » Fin de la citation. Comme pour la bifurcation, le véritable danger de la localisation simple de la matière peut être identifié de ne pas résider tellement dans le geste lui-même, mais ici, encore une fois, dans sa réification. Pas dans le besoin de localiser tel ou tel élément de matière dans une situation expérimentale située et avec une technique qui lui est adéquate, mais dans la transformation de ce besoin en mot d'ordre ontologique, qui sera cette fois-ci seul et réel, ce qui peut être localisé. Dans le champ des soins, nous assistons par exemple aujourd'hui à des débats animés, notamment quand il s'agit de décider quelles pratiques dites alternatives ou complémentaires, de l'homéopathie à l'hypnose, de l'acupuncture à l'ostéopathie, seraient susceptibles d'être remboursées par les assurances et les mutuelles de santé. Les arguments contre telle ou telle pratique se servent dans ce contexte, vous le savez tous, de l'argument selon lesquels, même en cas de réussite thérapeutique, il ne s'agirait que des effets, certes positifs, mais d'une croyance. En d'autres termes, d'un effet placebo produit par un guérisseur ou un charlatan qui guérit à nouveau pour de mauvaises raisons.
Nul ne peut, par exemple, démontrer la preuve, selon les critères d'une telle science purificatrice et localisatrice, de la présence de molécules actives en homéopathie. Reste à décider si cette énigme nous engagera à nous intéresser aux exigences et à la rationalité propre à cette pratique, ainsi qu'à ce qu'elle considère comme un succès thérapeutique, ou si nous préférons prendre le raccourci commun qui consiste à disqualifier au nom de modes homogènes d'évaluation et de ceux qui comptent comme preuve et qui est autorisé à les produire. Mon propos n'est pas de défendre telle ou telle pratique de guérison en particulier, mais de rendre sensible à la nécessité de sortir d'une logique d'opposition qui s'obstine à distinguer entre savoir et croyance, être dans le vrai ou dans l'illusion, entre fait et opinion. Logique qui me semble dangereuse en ce qu'elle légitime le désintéressement, largement responsable du fait que nous ne sommes pas capables de valoriser des pratiques issues d'autres cultures d'un côté, mais qu'en même temps, nous vivons, comme l'écrit Isabelle Stengers, dans un véritable cimetière de pratiques et de savoirs collectifs détruites, savoirs collectifs issus de nos propres traditions. Je passe au chapitre 2. Héritage du concept de nature en anthropologie. Si la philosophie a joué un rôle crucial dans l'instauration de la nature moderne et universelle, qui trouve son expression dans différents dualismes, matière-esprit, neutre et intéressé, objectif-subjectif, fait et valeur, etc., on aurait pu s'attendre, peut-être, à ce que l'anthropologie, quand elle se fonde comme une pratique de terrain vers la fin du XIXe siècle, remette en question la légitimité de la réification des gestes que nous venons de décrire en statut ontologique à part entière. Pourtant, comme le montre Philippe Descola dans son livre « L'écologie des autres », la voie majoritaire de concevoir et de faire de l'anthropologie n'a nullement fait contrepoids. Au contraire, elle a participé à consolider l'emprise du concept moderne de nature en lui donnant son complément, la culture. Bien qu'elle tente depuis lors de servir d'intermédiaire entre des pratiques objectives dites naturelles et des réalités subjectives dites culturelles, tout se passe comme si elle essayait en vain, écrit Descola, et je le cite, à recoudre à très gros points les deux pans du monde, la cicatrice ostensible laissée par la suture venant plutôt souligner la dissociation que la dissoudre. Fin de la citation. Prisonnière, l'anthropologie serait ainsi astreinte depuis plus d'un siècle à arpenter sa cellule, confinée entre le mur contraint de l'esprit et celui des déterminations pratiques. Fin de la citation. Et ce confinement n'est, insiste Descola, pas dû au fait que l'anthropologie n'aurait pas encore trouvé la bonne manière, la manière la plus élégante ou efficace pour s'en sortir, pour combler l'abîme, mais parce qu'elle s'est, pourrait-on dire, laissée entraîner dans une logique de problématisation qui fut, dès le départ, mal posée. Tout essai de réconciliation entre les deux domaines est de facto voué à l'échec, écrit encore Descola, tant que l'on continuera à adhérer aux présupposés qui fondent cette cosmologie, l'existence d'une nature universelle que code ou à laquelle s'adapte une multitude de cultures hétérogènes. Considérer que l'activité d'articuler nature et culture serait un enjeu universel présuppose que la distinction claire entre ces deux sphères relève d'une constante anthropologique, indépendante d'un milieu donné. L'idée que toute société produirait des compromis entre les deux présuppose que la nature est la même partout et que seule la culture est historique et variable. Dans un tel régime, où les gestes de faire bifurquer et de localiser ont été réifiés en catégories ontologiques générales, il est impossible de se mettre à l'école des autres, de leur régime de félicité. Impossible parce que ce concept de nature a un caractère hégémonique qui lui est constitutif. Il croit, nous savons. Ce travers de l'hégémonie universaliste se perçoit jusque dans les considérations méthodologiques issues de l'anthropologie, lesquelles se veulent pourtant des outils de dépassement d'une cosmologie dualiste, telle la célèbre distinction entre les approches hémiques et
éthique, éthique sans H. Selon cette distinction, il est important de pouvoir référer toute description du type émique, donc interne à une culture, aux éléments éthiques, objectifs, auxquels les acteurs ne donneraient qu'une signification locale ou culturelle. Les ethnobotanistes, par exemple, qui étudient les classifications des plantes par certains groupes d'indigènes, procèdent instruits par cette distinction, généralement en 2 étapes. La première consiste à faire l'inventaire d'une flore locale en termes naturalistes, donc éthiques, pour ensuite rassembler les noms et les modes de description et d'utilisation de ces mêmes plantes et fleurs par les indigènes émiques. Or, la délimitation même du domaine d'objet, la botanique comme savoir spécialisé sur les plantes, insiste Descola, procède d'un découpage de la réalité phénoménale acceptée depuis longtemps en Occident, non d'un point de vue libéré de tout préjugé culturel. L'anthropologue décoloniale Maria Paula Menéndez montre de manière parlante le lien étroit qui s'opère entre l'application de nos modes d'abstraction, ses effets disqualificateurs et une logique d'extraction socio-économique des ressources locaux dans le domaine médical. Dans un texte portant sur ses recherches sur les pratiques médicales dites traditionnelles au Mozambique, elle décrit les processus de disqualification d'abord opérés par les colonisateurs portugais et après l'indépendance par le gouvernement. Processus qui ont mené à une non-reconnaissance de la médecine traditionnelle par l'État. Les pratiques multiples ainsi subsommées et disqualifiées sous le terme de médecine traditionnelle serait ainsi devenu ce qu'elle appelle un non-savoir, dont on considère désormais qu'il est inclus dans le monde naturel, mais exclu du monde civilisé. Ce processus de disqualification, porté par la volonté d'une mise à mort de ces pratiques, allait, comme elle montre, au Mozambique, comme dans beaucoup de colonies d'ailleurs, de pair avec le projet quelque peu contradictoire de s'approprier les ressources biochimiques à l'œuvre dans ces mêmes pratiques médicales. À ce fin, écrit Menéndez, les savoirs et les pratiques thérapeutiques sont fragmentés selon les systèmes de classification de la science moderne. Ce morcellement des savoirs a permis au système colonial de s'approprier les principes pharmacologiques des différents produits utilisés par les thérapeutes locaux. Et cela au prix du risque de démembrer les pratiques eux-mêmes. Donc, en bref, pour ça, il faut faire bifurquer ces pratiques, c'est-à-dire comme si on séparait des bons grains de l'ivraie, séparer ce qui peut être scientifiquement une ressource ou même considéré comme un savoir scientifique à l'intérieur de ces pratiques indigènes, et bien le séparer de tous ceux qui relèvent de l'obscurantisme, du spiritualisme, etc. Elle en fait tout un développement que je vous épargne au nom du temps. Donc je passe au 3e chapitre. Oser d'être dupe, une pragmatique épistémologique. Et pourtant, dans un autre pan de la littérature anthropologique, des voix se sont fait entendre dès 1900 qui défendent implicitement ou explicitement la position selon laquelle il faudrait envisager les pratiques magiques et de guérison, aussi incompréhensibles qu'elles puissent paraître aux chercheurs occidentaux, en termes de leur efficacité dans un milieu spécifique. C'est le cas dans des contextes où les chercheurs ont, par exemple, participé activement à des rituels magiques, en marchant, entre autres, eux-mêmes sur des pierres incandescentes pour découvrir que leurs pieds délicats d'Européens n'étaient pas brûlés. L'anthropologue russe Sergei Chigogorov, dans son ouvrage novateur apparu en 1935, The Psychomental Complex of the Tungus, formule plus explicitement le scandale d'une attitude scientifiquement fondée et sceptique envers des pratiques magiques, attitude qui fait abstraction de leurs conditions écologiques respectives. Il s'enlève contre une telle attitude
Tout d'abord parce que tout à fait contraire à sa prétention éclairante, elle empêche, selon lui, littéralement, la production de connaissances. Il écrit « Le scepticisme dû à l'ignorance et aux préjugés a empêché la récolte et la publication des faits. Celui qui discute ouvertement de l'énigme que pose la magie s'expose au risque d'être condamné par les hommes de science, continue-t-il, pour qui tout cela rentre dans la superstition ou dans le folklore, dans le défaut de critique et choses semblables, écrit Shigeko Rogorov, cependant que eux-mêmes sont prisonniers de théories existantes et des hypothèses acceptées comme vérité. En fait, un tel comportement de la part des hommes de science est tout aussi ethnocentrique que celui des Tungus et contient autant de folklore que ce que les hommes de science désignent de ce nom. Shigeko Rogorov exige ainsi déjà une perspective symétrique sur ce qui nous est propre et ce qui nous est étranger, lorsqu'il fait remarquer que le regard ethnographique devrait tout aussi bien être critique à l'égard des scientifiques eux-mêmes qu'à l'égard des pratiques de leurs dits objets de recherche. Sous le signe d'une telle symétrie, toutes les pratiques, y compris les pratiques scientifiques, lui paraissaient être substantiellement structurées par la superstition et la folklore. Il réalise ainsi un mouvement de pensée qui dévalorise toutes les pratiques sans exception, mais de la même manière. Cette proposition pour une disqualification généralisée, j'exagère un peu ici, y inclut nos propres modes de pensée, de ce à quoi nous tenons, fait sans doute partie du pourquoi des voix telles que celle de Shigeko Rogorov sont longtemps restées marginalisées. Ils nous tendent pourtant une perche, car sa proposition devient bien plus intéressante si on l'invertit, afin de développer une attitude qui permettrait d'estimer et de valoriser des pratiques très différentes et ce qui est en jeu pour elles selon leurs critères immanents respectifs, c'est-à-dire selon leur oikos, leur écologie respective. Dit autrement, si l'on s'implique dans ces logiques intérieures et que l'on considère les infrastructures matérielles et idéales de leur mise en œuvre, les faits magiques prouvent leur valeur incontestablement réelle, tout autant que les faits scientifiquement fabriqués. Dans les deux cas, il s'agit bien d'artefacts, mais pas dans le sens d'un effet indésirable, par exemple comme effet secondaire d'un système expérimental, mais dans le sens d'un fait bien construit, produit avec les savoir-faire qui relèvent d'une culture des usages, d'un véritable art ou artisanat. Et leurs valeurs respectives consistent en ceux qui sont efficaces. Mais si les forces magiques ne sont pas moins réelles ou vraies que la gravité, même si leur fabrication obéit à des critères entièrement différents, il semble alors opportun de réajuster nos catégories épistémologiques. En d'autres termes, si la vérité dépend du milieu, toute conception épistémologique doit inévitablement être précédée d'une recherche sur l'oikos, donc l'écologie de la pratique en question, qui demanderait quels sont les accessoires et les médias requises pour son efficacité en particulier. Contrairement à l'épistémologie classique, le critère de la pertinence d'une pratique pour une telle épistémologie écologique devrait en conséquence, premièrement, ne pas être cherché en dehors d'elle-même, mais dans les relations mêmes qui la structurent intérieurement. Deuxièmement, le critère de la pertinence d'une pratique ne serait pas non plus celle de sa vérité universelle, indépendante du milieu et par opposition à une quelconque fausseté. Et troisièmement, ce critère ne pourrait pas non plus se fonder sur la question de la rupture épistémologique opérée par une pratique, l'opposant ainsi à une croyance purement subjective ou une opinion socialement construite. Au contraire, le critère central épistémologique face à une pratique serait celui de sa plus ou moins grande efficacité. Ainsi, l'épistémologie écologique que nous proposons se positionne au plus près
de la tradition pragmatiste. William James, qui a instruit le titre de ma conférence, William James, médecin de formation d'ailleurs, a développé sa conception de la vérité strictement selon le critère de l'efficacité. James, étant profondément impliqué dans les recherches de la Society for Psychical Research sur les phénomènes spiritualistes, télépathiques, etc., et dans ce contexte parfaitement familier avec les accusations d'irrationalité et d'amodernité. Dans ce contexte, on peut aussi comprendre une exigence que James pose à sa propre philosophie, être radicalement empiriste. Il écrit « Pour être radical, un empiriste ne doit admettre dans ses constructions aucun élément dont on ne fait pas directement l'expérience et n'en exclure aucun élément dont on fait directement l'expérience. » Fin de la citation. Pour une telle philosophie, les relations à travers lesquelles les expériences sont liées doivent être des relations vécues et toute forme de relation dont on fait l'expérience doit être considérée comme tout aussi réelle que tout le reste dans le système. Cela signifie cependant qu'une pratique de guérison, scientifiquement fondée ou non, dans la mesure où elle est expérimentée comme efficace, nous oblige de l'inclure dans notre conception de la réalité. La peur d'être dupe n'y a pas sa place. Le pragmatisme, pourrait-on dire, s'exprime dans une attitude qui se tourne vers les effets, ou même plus, il nous invite à cultiver un art des conséquences. Ainsi, le pragmatisme ne connaît aucun dogme, aucune règle autre que sa méthode, dont la particularité consiste à s'accrocher aux actions et à leurs acteurs, de suivre au plus près chacun de leurs pas et de conceptualiser leur puissance à produire des effets. Cela signifie cependant que la recherche pragmatiste ne peut en principe jamais aboutir à un système définitif, puisque les concepts qu'elle propose doivent à leur tour travailler dans le courant de l'expérience, afin de prouver leur efficacité. Un terme apparaît alors moins comme une solution, écrit James, que comme un programme de travail ultérieur, mais en particulier comme une indication de la manière dont les réalités actuelles peuvent être modifiées. C'est précisément dans ce sens que le pragmatisme se rapproche le plus d'une philosophie qui pense par le milieu, comme aurait dit Gilles Deleuze. Il se trouve, comme disait James, au milieu de nos théories comme un couloir dans un hôtel. Tandis que dans les salles, les projets métaphysiques, chimiques, athées ou religieux les plus divers peuvent être poursuivis, le couloir appartient à tous. Et tous, écrit James, doivent le franchir s'ils veulent trouver un moyen approprié pour entrer ou sortir de leur chambre. Les salles peuvent être considérées comme des unités spatio-temporelles autonomes, comme des laboratoires au sein desquels leur logique propre donne le ton. Mais pour sortir, à nouveau, du cocon de l'isolement, ils doivent non seulement ouvrir soigneusement la porte, mais aussi passer par le couloir, s'exposant ainsi au passage pragmatiste. Et cela signifie prouver ce qui se passe derrière les portes se traduit par un effet. Car ce n'est que par ces effets qu'une pratique, une idée, un concept se donne sa vérité. Un concept, une idée ou une pratique ne s'évalue d'un point de vue pragmatiste, donc pas a priori et en abstraction de situations concrètes. Au contraire, leur valeur épistémologique dépend uniquement de leurs effets réels, des différences qu'ils sont capables de produire dans le monde. Autrement dit, comme le dit James, leur cash value se trouve dans l'expérience de ceux et celles qu'elles concernent. Elles ne sont pas vraies en tant que telles, au contraire, pour devenir vraies, elles doivent faire prise, c'est-à-dire intervenir de manière transformatrice dans la réalité concernée. Les faits ne sont pas, dans cette perspective, des entités neutres qui existeraient hors de l'histoire en opposition avec le caractère subjectif et changeant des valeurs. Au contraire, si on considère avec James que nos propositions, autrement dit, nos manières de se mettre en relation avec telle ou telle situation ont une influence véritable sur le devenir réel de notre monde, les faits et les valeurs,
mais aussi les domaines apparemment aussi distincts que l'épistémologie et l'éthique, se mettent au moins à être en résonance l'une avec l'autre. Les valeurs ne sont plus des ajouts aux faits, mais leur sont inhérents et le rôle de l'éthique devient crucial pour comprendre les processus de production d'un savoir pertinent au même titre que l'épistémologie. Et James écrit, encore une citation, « La vérité est une espèce du bien et non, comme on le pense communément, une catégorie distincte du bien et de même importance. Le vrai, c'est tout ce qui se relève bon dans le domaine de la croyance et bon également pour des raisons spécifiques et bien définies. » Je passe à ma conclusion. La pratique de recherche comme pratique de croyance ou une proposition pour désapprendre la peur d'être dupe. Dans un papier sur l'efficacité des guérisons symboliques, l'anthropologue américaine Tanya Luhrmann reprend une scène célèbre issue de l'efficacité symbolique de Claude Lévi-Strauss sur des pratiques de guérison des kunas, dont je voudrais, en guise de conclusion, tirer quelques propositions. La scène fonctionne ainsi. Il y en a sans doute qui la connaissent, mais d'autres qui ne la connaissent pas. Une femme kuna se débat pour accoucher. Le chaman lui chante une chanson, nous explique Lévi-Strauss, dans laquelle il décrit la détresse de la femme. Donc, il lui décrit ça à elle. Donc, il chante une chanson dans laquelle il décrit la détresse de la femme. Puis, la décision de la sage-femme de l'appeler, qu'elle courait le long des chemins de la forêt pour le trouver, qui venait et brûlait de la coca et qu'il avait assemblé les petites figurines en bois dont il pensait qu'elle pouvait aider. Tout ça, c'est dans la chanson du chaman. Après avoir décrit la scène réaliste de l'intervention, la chanson du chaman décrit ensuite l'intervention du monde immatériel dans lequel les bons esprits ont marché dans le vagin de la femme, ont lutté contre les mauvais esprits de la déesse qui a volé l'âme de la femme. Les bons esprits gagnent la bataille et rétablissement de bonnes relations avec la déesse, l'enfant est né. Lévi-Strauss insiste sur la façon dont le chaman a façonné l'attitude de la femme. Tout se passe comme si, écrit-il, le chaman essayait d'inciter la femme malade à revivre la situation initiale par la douleur d'une manière très précise et intense et à prendre conscience psychologiquement de ses moindres détails. Il souligne aussi la spécificité sensorielle de la chanson du chaman. Le remède commence par un récit historique des événements qui l'ont précédé et certains d'entre eux, qui peuvent paraître secondaires, sont traités avec beaucoup de détails, comme s'il s'agissait, pour ainsi dire, d'un film au ralenti. Il fait également, donc Lévi-Strauss, valoir que le remède dépendait de l'expression de ceux qui étaient indicibles, en rendant explicite une situation existant à l'origine sur le plan émotionnel et en rendant acceptable pour l'esprit des douleurs que le corps refuse de tolérer. Et il argumente enfin que l'intervention du chaman était fondamentalement semblable au premier modèle de Freud pour l'efficacité de la psychanalyse, dans lequel l'inconscient refoulé a été rendu en pleine conscience, etc. En contraste avec cette interprétation, Luhrmann propose qu'on pourrait, et je la cite, décrire les actions du chaman plus immédiatement comme un moyen de diriger l'attention à l'imagination et à rendre plus vivante ce qui était imaginé, de sorte que ce que la femme doit imaginer afin d'effectuer un traitement est rendu présent de manière plus palpitante. Fin de la citation. Luhrmann ne se concentre donc pas sur la transformation émotionnelle, mais demande plutôt ce que le chaman kuna a fait techniquement pour rendre les esprits immatériels plus présents pour la femme. Tout comme chez les praticiens de prière évangéliste aux États-Unis, sur lesquels portent principalement les recherches de Luhrmann, elle s'intéresse aux pratiques concrètes de réalisation de bon Dieu et d'esprit comme condition préalable au salut. Elle cultive alors un art, on pourrait dire, des conséquences fondamentalement pragmatistes, car, selon James,
il y a des faits qui n'existent que parce que quelqu'un a eu le courage et la persistance d'y croire. Il y a, écrit James, des cas où un fait ne peut se produire s'il n'est précédé d'une foi antérieure en son avènement. Luhrmann décrit une dramaturgie, donc elle reprend la scène de Cunha, de Lévi-Strauss, mais aussi elle la mélange un tout petit peu avec ses recherches sur les prières des évangélistes aux États-Unis. Et elle décrit une dramaturgie en 4 parties pour rendre présent un bon Dieu ou un bon esprit, respectivement. Premièrement, la création d'une situation d'attente par les mots, les images, les sons, les expériences tactiles. Deuxièmement, la création d'une ambiguïté épistémique. L'effet de la pratique consiste en ce qu'il devient difficile de savoir si ce que l'on ressent vient de l'extérieur ou s'il existe à l'intérieur de l'imagination. Troisièmement, l'intensification de la perception sensorielle, une transformation de la perception quotidienne, de sorte que ce qui est habituel se manifeste sous un nouveau jour. La personne entend avec de nouvelles oreilles, etc. Et quatrièmement, le début d'un engagement actif avec et par le mode d'existence ainsi créé. Si l'on considère une telle perspective sur des pratiques comme la prémisse de nos propres recherches, de nos propres manières d'écrire, etc., il devient clair que celle-là implique aussi une série de préparations, d'exercices et de modulations d'attention qui pourraient peut-être servir comme élément d'un cahier de charges pour le désapprentissage de la peur d'être dupe. Premièrement, la création d'une situation d'attente. Donc je reprends les 4 points. L'attente de quelque chose de nouveau se forme dans la démarche de recherche à la suite d'une accumulation d'observations qui ne peuvent être expliquées par les méthodes et les concepts déjà établis. Cette situation oblige les chercheurs à passer de l'état de l'art à un mode spéculatif. Cela ne signifie pas que la recherche peut s'inventer une réalité à volonté, que l'histoire, par exemple, peut s'imaginer un passé à volonté en partant du présent. Ce qui est crucial, c'est que les sources, dans leur étrangeté ou les données dans leur incommensurabilité avec l'explication habituelle, transforment la pensée. Pour y parvenir, il faut cultiver une attitude d'attente qui consiste à rendre perceptible l'étrangeté et l'incommensurabilité, autrement dit, à donner aux phénomènes étrangers le pouvoir de mettre au défi nos catégories bien définies. Deuxièmement, ambiguïté, ou deuxième point du cahier de charges plutôt, ambiguïté épistémique. Pour vraiment voir ou penser quelque chose de nouveau, nous devons éviter à tout prix de plonger immédiatement dans un nouveau système fermé, de nous convertir à un nouveau système. Cette phase consiste à ralentir l'explication et de maintenir les choses en suspens. Vinciane Després, dans son dernier livre, dans lequel elle traite des circonstances et des pratiques concrètes de nos contemporains avec leur mort, parle de l'équivocité constitutive des expériences avec les morts. Elle décrit la gestion vigilante de cette équivocité qu'elle a rencontrée à plusieurs reprises dans les discours sur les interactions qu'entretiennent les gens avec leurs morts comme un tact ontologique. Ce dernier, ainsi que les expériences elles-mêmes, se caractérisent précisément par leur capacité de ne pas diviser en catégories telles que vivantes ou mortes, visibles et invisibles, présentes ou absentes, réelles ou illusoires, mais de réussir à contourner ces différences apparemment inévitables, et cela aussi stylistiquement, c'est-à-dire dans l'écriture, afin de garder ouvert le mode d'existence de ces objets. Troisièmement, intensification. Després n'est pas seulement interpellé et se laisse surprendre par le discours de ceux qui lui fournissent le matériel pour ses observations. Elle en tire aussi une instruction pour sa propre écriture.
car elle s'engage strictement à cultiver des manières de saisir les ambiguïtés et équivocités narrativement et conceptuellement, qui restent imprégnées par leur importance pour ceux et celles qui les lui ont données. C'est en cela que sa pratique est proche de ce que Deleuze appelait une méthode de la dramatisation. Une méthode qui est essentiellement là pour rendre possible l'intensification. Une méthode et rien de plus. Si nous l'interprétons exclusivement, cette méthode de la dramatisation, en termes de méthode, nous devons considérer la dramatisation comme une construction, une attitude artificielle, quelque chose de non intuitif qui engage la pensée. Compte tenu d'un concept ou d'un événement, la question est de savoir comment en intensifier l'importance. Et si une méthode est nécessaire, c'est parce que la question de l'intensification, de l'augmentation de l'importance des événements n'est pas une attitude naturelle. Elle implique un changement, une inversion dans le cours habituel de la pensée, une certaine ascèse de la pensée qui permet l'exercer d'une manière nouvelle. Comment, en fin de compte, quatrièmement, l'engagement de la chercheuse en sciences humaines peut-il être compris par rapport à son sujet? Il devrait s'agir d'un engagement double. Premièrement, il importe de traiter l'objet de telle sorte qu'il puisse transformer la pensée, une fidélité à l'objet problématique. Mais en même temps, il s'agit de poursuivre sa propre pratique, écrire, parler, visualiser, etc., de telle sorte qu'elle soit efficace dans un certain milieu. Une fidélité au milieu, donc. Au lieu de s'efforcer de produire des résultats tout aussi valables partout, une telle pratique devrait rester liée à ceux et celles qui ont rendu sa production possible. La recherche n'abandonne alors, ou n'abandonnerait alors en rien la mimésis à ces objets, mais s'efforcerait de développer une pratique de la représentation, non pas dans le dos, mais devant ces objets. Cela ne signifie pas qu'il faille se faire magicien, sorcier, chaman, mais plutôt délégué, qui fait confiance à ces objets, même quand cela implique prendre le risque d'être dupe. Merci.